Bonjour à tous, merci pour votre mobilisation générale. Nous avions à cœur de parler de ce sujet et nous constatons avec plaisir qu'il est aussi important pour vous. Nous allons évoquer lors de ce webinaire la taxonomie verte et ce qui est attendu de la part des entreprises et des acteurs financiers dans le cadre de la publication DPEF qui sera chamboulée par la CSRD en 2022. En première partie, nous ferons un rappel réglementaire suivi d'un cas pratique de mise en œuvre avec PomDoc Pro et pour finir, l'utilisation directe via l'outil d'analyse et de comparaison de Corporatings. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'application GoToWebinar pendant toute la présentation et nous y répondrons en toute fin. J'en profite pour ceux qui ne nous connaissent pas encore de nous présenter brièvement. Pomelo Paradigm a 8 ans d'expérience et à son actif plusieurs milliers de documents publiés ou déposés à l'AMF. Je parle d'URD, de rapports semestriels, de reporting, etc. Plus d'une centaine d'émetteurs sont des utilisateurs quotidiens de nos solutions, dont 35% de sociétés cotées. Nous sommes présents en Angleterre, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Italie, au Luxembourg, Norvège, Portugal, Suisse et aux États-Unis, dans tous les secteurs d'activité. Pomelo Paradigm est devenu le leader dans le domaine de la publication réglementée. À ce titre, nous sommes donc un partenaire de choix, gage de sécurité et de réussite pour vous assurer une production sereine de vos documents. C'est une course d'obstacles qui s'annonce avec cette nouvelle réglementation et Pomelo Paradigm est engagé une fois encore à vos côtés pour réussir ce challenge. Je te laisse, Alexandre, présenter Corporatings. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore Anne et Pomelo pour l'invitation et pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis Alexandre Pratt, cofondateur de Corporatings, une société qui vise à aider les investisseurs dans leurs besoins en données financières et extra-financières. Notre objectif est de transmettre aux investisseurs professionnels des données brutes non retraitées telles que les émetteurs vont les publier. Donc, nous sommes convaincus que la technologie peut aider les professionnels à accéder à des données de qualité. Les gains opérationnels ainsi réalisés permettront aux opérateurs de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire des échanges qualitatifs avec le management ou encore les équipes de relations investisseurs. Donc, nous travaillons principalement avec, bien sûr, des auditeurs, des entreprises cotées ou encore des investisseurs professionnels. Maintenant, Anne, je vais te laisser prendre la parole sur l'actualité réglementaire du côté des émetteurs. Oui, merci Alexandre. Alors, tout d'abord, maintenant, nous allons parler des dispositions prévues dans le cadre de la taxonomie verte pour les entreprises. Et dans un deuxième temps, Alexandre vous présentera la partie relative aux acteurs financiers. Donc, qu'est-ce qu'une taxonomie? La taxonomie fait partie des 10 plans d'action pour la finance durable lancés par la Commission européenne. C'est un système de classification dit durable, ouvert, qui traduit les objectifs climatiques et environnementaux en critères pour des activités économiques spécifiques à des fins d'investissement. L'objectif est de réorienter les flux financiers afin de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. La taxonomie vise 6 objectifs dont les critères techniques de leur mise en œuvre sont indiqués dans les actes délégués. Pour l'instant, seuls les actes délégués relatifs aux objectifs 1 et 2 sur le changement climatique ont été publiés. Je vais vous indiquer dans quelques instants ce qui est attendu en matière de publication en 2022 de la part des entreprises non financières soumises à la DPEF. Il y a 4 conditions. Contribuer de manière substantielle à un ou plusieurs des 6 objectifs, ne pas nuire de manière significative aux autres objectifs, c'est le principe du DNSH, c'est-à-dire du Do Not Significant Harm, être réalisé dans le respect de garanties sociales minimales et être conforme aux critères de sélection technique. Sont concernées par la taxonomie toutes les sociétés situées dans l'Union européenne
qui publie des informations extra-financières dans le cadre de la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, en conformité avec la directive européenne de 2014. En France, cela représente 3 800 entreprises. Concrètement, voici les seuils à atteindre pour être soumises à cette réglementation. Concernant les acteurs des marchés financiers, c'est-à-dire les sociétés qui utilisent les informations extra-financières, dont les acteurs des marchés financiers, et qui proposent des produits financiers dits verts dans l'Union européenne, comme par exemple les sociétés de gestion d'actifs ou les sociétés d'assurance. Alexandre développera en détail évidemment cette partie. Il y a du changement sur ce périmètre, avec un élargissement du cadre d'application prévu par la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive. En effet, le 21 avril 2021, la Commission européenne a adopté une proposition de directive sur les rapports de durabilité des entreprises, ce qui modifierait les exigences actuelles de la DPEF en matière de rapport. Le périmètre de reporting va donc s'élargir à plus de 50 000 entreprises en Europe par rapport à 11 000 actuellement. Vous comprendrez donc facilement l'impact majeur de cette nouvelle réglementation. Concrètement, aux entreprises qui sont déjà soumises à la DPEF s'ajoutent toutes les entreprises émettant des titres sur un marché réglementé, y compris les PME et toutes les entreprises répondant au moins à deux des critères suivants. Plus de 250 employés, un total de bilan supérieur à 20 millions d'euros, un chiffre d'affaires total supérieur à 40 millions d'euros. L'entrée en vigueur de cette disposition est prévue en janvier 2024 pour les entreprises non financières. Maintenant, nous allons voir la méthodologie à employer pour mettre en œuvre cette taxonomie. Tout d'abord, il faut vérifier l'éligibilité. Vérifier si l'activité est concernée par la taxonomie. Dans un premier temps, il faut vérifier si les activités de l'entreprise ont un code NAS. La taxonomie distingue trois types d'activités à catégoriser selon le niveau de durabilité et par objectif. Vous avez d'abord les activités bas carbone. C'est ce qu'on appelle les activités de performance propre, la own performance. Ce sont des activités considérées comme durables, contribuant substantiellement à l'un des 6 objectifs environnementaux sans causer de préjudice important à l'un des 5 autres objectifs. C'est le principe du DNSH, tout en respectant évidemment les critères sociaux basiques. Ensuite, vous avez les activités transitoires, les transitional activities. Ce sont les activités pour lesquelles il n'existe pas d'alternative bas carbone économiquement ou technologiquement viable et peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l'atténuation du changement climatique. Dernier type d'activité est celle dite habilitante, les enabling activities. Ce sont des activités qui participent à la réduction significative des émissions d'autres activités ou d'autres secteurs. Elles permettent à d'autres activités qu'elles-mêmes de contribuer à l'atteinte d'un des 6 objectifs environnementaux et peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l'un de ces 6 objectifs. Il faut savoir qu'il y a des activités qui sont exclues par la taxonomie. Ce sont les activités sans code NAS, sauf exception par exemple pour l'achat d'une flotte de véhicules électriques, les combustibles fossiles solides et l'armement. Et puis, il y a certaines activités qui sont encore en cours de discussion, le nucléaire, l'agriculture et le gaz naturel. Voilà. Ensuite, il faut vérifier l'alignement. Pour qu'une activité soit alignée, elle doit respecter les critères techniques indiqués dans les actes délégués.
Comme indiqué auparavant, seuls les critères techniques concernant le changement climatique objectifs 1 et 2 sont connus. Les actes délégués relatifs aux 4 autres objectifs vont être publiés dans les prochaines semaines. Chaque activité éligible doit respecter les 3 critères pour être alignée. Donc ça, c'est l'étape 2, 3 et 4 du tableau. Elles doivent contribuer substantiellement à au moins un des 6 objectifs de la taxonomie, ne pas porter atteinte aux autres objectifs de la taxonomie, le Do Not Significant Harm, et respecter les droits humains et sociaux garantis par le droit international. Alors, que faut-il publier? L'application de l'acte délégué, que faut-il publier donc? L'application de l'acte délégué en 2022 est limitée à certains éléments et au reporting qualitatif. Les autres dispositions commencent à s'appliquer à partir du 1er janvier 2023. Donc, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les entreprises non financières doivent publier dans la DPEF la proportion d'activités économiques éligibles et non éligibles à la taxonomie par leur chiffre d'affaires, leur total de chiffre d'affaires, leurs dépenses d'investissement et leurs dépenses d'exploitation. Attention, si une entreprise ne peut pas fournir de résultats d'indicateurs, elle doit le justifier et expliquer les raisons de cette incapacité. Quand faut-il publier? Voici les dates à retenir pour les prochaines publications. L'urgence pour vous, c'est qu'il faut vous préparer pour publier en 2022 les KPI sur l'exercice 2021. Voilà. Et puis ensuite, il y aura les autres dispositions relatives aux autres objectifs. Vous avez sous les yeux les règlements, les actes délégués et les annexes pour aller plus loin dans votre compréhension de la taxonomie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, qu'elle soit verte ou non, l'entreprise doit identifier les chiffres pour une communication et un objectif d'amélioration. Et deuxième chose, même si réglementairement vous êtes peut-être pas encore soumis, à terme, toutes les entreprises devront communiquer sur ces indicateurs. Donc, plus tôt vous pourrez anticiper sur ce passage à la taxonomie, et bien, plus ce changement se fera dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, je tiens à remercier particulièrement Cécilia, qui est notre consulting Pomelo experte en RSE, qui m'a aidé à élaborer cette partie réglementaire sur les entreprises au regard des nouvelles dispositions. Maintenant, je vais laisser la main et la parole à Alexandre, qui va développer sur les acteurs financiers et les impacts sur les outils d'analyse. Merci beaucoup, Anne. Je vais prendre la main. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Donc là, vous voyez la présentation avec les graphiques? Non, on voit un Word. Voilà, là c'est bon? Oui, parfait. Parfait. Alors, pour les investisseurs aussi, l'ESG est un sujet qui est primordial. Donc, la première façon de s'y intéresser, c'est aussi pour nous de s'intéresser au flux d'investissement sur cette catégorie. Donc, on peut regarder les flux de collecte et les encours qui ont lieu sur ce type de produits financiers, sur les produits qu'on dit ESG aujourd'hui, qui sont les plus recherchés par les investisseurs. Si on regarde cette collecte cumulée sur les fonds actions ESG et non ESG, on voit qu'aujourd'hui, la collecte cumulée depuis janvier 2020 a très largement dépassé la collecte sur des produits qui sont non ESG, donc
qui ne cherchent pas en tout cas à respecter ces critères d'investissement responsable. En 1 an et demi, les investissements verts auraient représenté plus de 2 fois les investissements non ESG. C'est une tendance qui se matérialise aussi par une croissance des encours ESG, c'est ce que l'on voit sur ce graphique de droite. Et c'est un type d'investissement qui ne représentait que 15% en janvier 2020, alors qu'aujourd'hui, ça représente plus de 30% des investissements. Donc, tous les épargnants, que ce soit investisseurs institutionnels ou investisseurs particuliers, en moyenne donc, vont consacrer 34%, on pourrait dire, de leurs investissements à des investissements dits ESG. Donc, c'est une tendance de marché que les acteurs aujourd'hui ne peuvent plus ignorer. Donc, il y a une demande forte pour ce type de produits d'investissement. Les investisseurs professionnels se doivent donc aujourd'hui de construire et de proposer à leurs propres clients des produits financiers qui vont correspondre à ces contraintes. Ils vont donc, bien évidemment, s'appuyer sur toutes les informations disponibles auprès des émetteurs pour construire ces produits, et notamment via toutes les exigences qui ont été énumérées un petit peu plus tôt. Alors, le régulateur non plus n'ignore pas cette tendance, et il se méfie notamment du greenwashing. Vous savez, toute cette tendance qui vise à dire qu'on fait de l'ESG sans vraiment en faire. Et donc, l'objectif, malgré tout, hein, de cet investissement ESG, in fine, c'est de financer la transition écologique. Donc, de la même façon que l'émetteur a ses contraintes sur la partie publication de données et d'informations extra-financières, sur la droite, tous les investisseurs et via les véhicules et les produits financiers construits par ces investisseurs professionnels vont avoir des contraintes réglementaires. Donc ça, c'est tout le SFDR qui concerne voilà, les entreprises financières, mais également les produits financiers. Alors, ce SFDR, qu'est-ce que c'est? Alors, le SFDR, c'est Sustainable Finance Disclosure Regulations. C'est une stratégie, finalement, de la Commission européenne. C'est un plan de financement de la transition écologique. Le premier objectif, c'est avant tout un objectif de transparence et de classification pour les acteurs de marché et les produits financiers. Il existe ainsi 3 catégories, qui portent le nom des articles qui ont défini ces catégories dans la réglementation, l'article 6, l'article 8 et l'article 9, qui vont bien évidemment du moins ESG au plus ESG, hein, avec l'article 6 qui sont des produits qui n'intègrent pas d'objectif de durabilité, l'article 8 où il y a une prise en compte des critères ESG, même si ce n'est pas le point central dans la prise de décision d'investissement, et finalement l'article 9, donc là qui concerne les produits ESG qui ont un vrai caractère, un véritable objectif d'investissement durable. Comme nous en avons parlé, l'objectif de cette réglementation est également d'éviter le greenwashing. Il serait trop facile de dire qu'on est ESG vertueux, on a tous les objectifs d'investissement durable du monde sans aucune obligation de reporting. C'est donc la deuxième partie du SFDR, puisqu'il y a cette obligation de communication et de reporting pour ces mêmes acteurs qui doit intervenir au plus tard le 30 juin 2022. De la même façon que l'émetteur doit publier des informations à la fin de son année fiscale sur concrètement son impact écologique, les produits financiers vont également être impactés et vont aussi devoir communiquer sur leur impact sur l'écologie. Il y a donc une dizaine d'indicateurs. Ici, on en a 14. Il y en a d'autres après qui sont encore facultatifs et volontaires. Mais on va balayer globalement les mêmes thématiques qui sont balayées par le CSRD et tous les besoins de communication des émetteurs. Ça va être les émissions de gaz à effet de serre, l'intensité carbone, l'exposition à des énergies fossiles, comment sont pris en compte la biodiversité, les émissions dans l'eau, la pollution avec des produits, des déchets dangereux, etc. Ou encore sur des aspects plutôt sociaux et de gouvernance. Est-ce qu'il y a un écart de salaire entre les hommes et les femmes, la diversité du board, voilà. Tous ces éléments sont des éléments que vont devoir communiquer chacun des produits financiers à leurs propres investisseurs, donc investisseurs particuliers ou investisseurs institutionnels, professionnels. Il y a donc un
un besoin de communication fort, ça crée un enjeu de communication qui est vraiment fort pour les investisseurs, puisqu'ils vont devoir aller retrouver toutes les informations qui sont nécessaires auprès de chacun des émetteurs afin de respecter cette réglementation et afin qu'eux-mêmes puissent informer leurs propres investisseurs. Donc pour l'émetteur, c'est à la fois un risque et une opportunité. On aura l'occasion d'aborder tous ces sujets-là un peu plus en profondeur quand on rentrera dans la démonstration, mais en termes de risque pour l'émetteur, c'est un risque que la communication ne soit pas assez détaillée. Si l'investisseur ne retrouve pas toutes les données dont il a besoin, il pourrait choisir de ne pas investir dans cette société. Ou alors, l'investisseur pourrait être tenté de faire des estimations qui ne seraient pas flatteuses ou qui ne reflèteraient pas la réalité de ce qui se passe in fine au sein de la société. Pire encore, l'émetteur il pourrait tout simplement disparaître des analyses que peuvent faire les investisseurs et là ce sera vraiment fortement préjudiciable pour l'émetteur. Mais ça représente bien aussi des opportunités. L'émetteur va pouvoir bien se positionner, il va pouvoir bien analyser le marché, ses concurrents et définir les axes stratégiques sur lesquels il va pouvoir travailler pour améliorer à la fois sa communication, mais aussi les indicateurs qu'il va publier. Comme nous en avons parlé, il y a une notion d'impact et de réduction des incidences extra-financières. Donc, ce n'est pas grave de ne pas être le premier partout, mais si vous avez bien analysé le marché au début, vous connaissez aussi ce que font vos concurrents et comment ils se positionnent, vous allez pouvoir travailler sur des axes stratégiques et communiquer sur les stratégies et les politiques qui sont mises en place pour aller améliorer la situation et améliorer bien sûr aussi vos classements et aller chercher tous ces flux d'investissement qui aujourd'hui cherchent à financer et à améliorer cette transition écologique. Donc c'est le sens de nos échanges avec Pomelo Paradigme. Donc c'est faciliter cet échange d'informations et vous permettre d'améliorer la communication extra-financière. Mais je vous propose de voir ça directement. Alors Anne, je vais te rendre la main. Alors, je vais te rendre la main, comme ça tu vas pouvoir montrer directement dans l'outil Pomelo comment ça se présente. Voilà, tout à fait. Je suppose que vous voyez maintenant mon écran. Oui, c'est bon. Merci. Alors, merci d'abord Alexandre pour cette analyse pointue de la réglementation relative aux acteurs financiers. On va maintenant passer à la mise en application directe de la déclaration de ces indicateurs. Et pour ce faire, on va vous montrer sur un cas pratique qui est un URD, puisque la plupart des sociétés cotées profitent en fait de ce document pour inclure justement cette partie sur la section de la DPEF. Et donc, on va vous montrer comment taguer ces indicateurs pour ensuite les communiquer en conformité justement avec cette taxonomie. Donc, je voudrais en profiter pour remercier également Côté Corp et Michelin qui nous ont permis de pouvoir faire cette présentation depuis le document qu'ils ont publié l'année dernière, puisque ce document a été fait directement donc, sur l'application PomDoc et donc est déjà éligible justement à la possibilité de pouvoir taguer directement ces éléments, ces indicateurs qui seront présents dans la DPEF. Voilà. Donc pour l'exercice, on est donc dans un URD. Nous allons faire le focus justement sur la partie de DPEF. Voilà, donc on va aller chercher directement je dirais une étiquette qui a déjà été posée, puisque là, pour l'exemple, on a directement posé justement des étiquettes pour que on puisse les retrouver beaucoup plus facilement. Donc, on a un petit moteur de recherche qui permet justement de pouvoir aller pointer sur les différents indicateurs. Donc là, je fais une recherche sur Scope qui est le Scope 1, donc qui est un des indicateurs sur les émissions de gaz à effet de serre.
On voit d'ailleurs que cet indicateur est bien tagué dans le document, puisqu'ici j'ai une petite info doc pour dire que c'est déjà dans le document, et j'ai même la valeur qui me permet de vérifier qu'effectivement c'est bien ça. Alors le moteur de recherche, là j'ai fait plutôt une recherche sur le nom de ce que je recherche. Ceci dit, j'aurais pu aussi faire une recherche sur la valeur de cet indicateur, de telle sorte à retrouver aussi quels sont tous les indicateurs qui vont pointer sur cette valeur. Voilà, et je vais pouvoir donc faire ce focus dans le document. Alors, ça m'arrange un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans un URD, donc on est quand même sur un très, très gros document. Et c'est vrai que pour aller retrouver de l'information, c'est pas toujours évident. Et justement, avec ce moteur de recherche, ça permet rapidement d'accéder à l'information. Donc, on voit ici justement l'indicateur qui m'intéressait, donc le scope 1, mais on peut voir aussi en violet, donc je ne sais pas si vous voyez bien la couleur violet, et vous pouvez voir en violet qu'on a tous les éléments qui sont tagués, qui sont étiquetés, et vous pouvez voir qu'effectivement, on a quelques éléments qui sont étiquetés. Voilà, donc là, vous pouvez découvrir au fur et à mesure des pages qu'il y a un certain nombre d'étiquetages qui a été fait, sachant qu'une fois que ces éléments sont étiquetés, on va donc les rajouter dans la taxonomie XBRL qui pourra ensuite être directement exploitée par les outils. D'accord? Et une fois que ces étiquettes sont positionnées, vous pouvez également, une fois qu'elles sont positionnées, vous pouvez éventuellement, si nécessaire, aller les modifier. Donc là, c'est aussi un gros avantage de pouvoir les modifier, puisque au fur et à mesure de votre rédaction, vous allez pouvoir étiqueter les éléments qui sont nécessaires. Voilà. Donc là, on voit effectivement que la politique, voilà, elle est étiquetée. D'ailleurs, quand on clique sur l'indicateur, on voit tout de suite que ça concerne la politique de lutte contre les discriminations. Et donc, on fait vraiment le focus sur ces éléments-là. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a aussi bien des textes, il y a aussi des nombres qu'on va étiqueter parce que vous avez aussi bien des blocs de texte avec des tableaux à étiqueter que des chiffres précisément positionnés. Donc, pour cette partie-là, je vous propose de vous montrer comment on va étiqueter justement ces éléments pour pouvoir ensuite que ça puisse être communiqué via le véhicule du XBRL. Alors, pour faire cet exercice-là, on va aller se mettre donc effectivement dans la partie de la note méthodologique et on va aller, par exemple, étiqueter voilà, le périmètre de collecte des données ESG et de consolidation. Voilà, donc pour étiqueter cet élément, c'est très simple. On va donc surligner l'élément, enfin le texte qu'on souhaite rentrer dans l'étiquette, c'est assez facile à faire. On va créer cette étiquette et une fois qu'on a créé cette étiquette, on va pouvoir aller lui affecter ce qu'on appelle un concept, c'est-à-dire lui dire le texte que j'ai sélectionné, voilà l'indicateur que je souhaite alimenter. Pour vous aider justement dans cette démarche d'aller trouver le bon concept, on vous propose des listes. Alors, les listes de concepts qui ont été préalablement créées dans PomDoc, parce que imaginons que si vous aviez déjà au préalable créé des éléments, eh bien vous allez récupérer les éléments qui ont été pré-créés pour pouvoir ajouter d'autres éléments ou alors pour juste les compléter pour l'année en cours, puisque chaque année, vous aurez certainement à déclarer ces indicateurs. Vous avez également la taxonomie de Michelin parce que on parle d'un URD, donc dans un URD, on va aussi parler des F et donc de taxonomie XBRL. Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a qu'une seule taxonomie réglementairement dans le document. À terme, on en aura peut-être plusieurs. Et donc, dans les taxonomies, on aura ce besoin d'étiquetage qui sera utilisé beaucoup plus largement. D'ailleurs, le principe d'étiquetage que je vous montre, pour tous ceux qui déclarent déjà en ESEF, eh bien, ça sera le principe de l'étiquetage en bloc tagging, ce qu'on appelle le bloc tagging, l'étiquetage en bloc des textes pour les notes et annexes. On va revenir à notre sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le RSE. Donc, pour l'occasion, on a, avec la collaboration de Corporating, identifié un certain nombre d'indicateurs, notamment dans les secteurs d'activité spécifiques à Michelin. Et du coup, ça permet d'avoir un focus sur les éléments.
Alors, aujourd'hui, on en a identifié une quarantaine. Il est évident qu'à terme, il y en aura beaucoup plus et que ces différents indicateurs seront regroupés en sections ou en sous-sections pour vous permettre un étiquetage beaucoup plus rapide. Alors, pour étiqueter, c'est très simple. On va donc rajouter ici, en sélectionnant en fait le concept, ici. Ce concept, ce sont une donnée. Alors, on retrouve ici le petit code technique. Ce qui est important, c'est de dire que c'est un élément de texte. Voilà, donc on va pouvoir le référencer. Et sur cet élément de texte, on va pouvoir même lui affecter ce qu'on appelle un label, c'est-à-dire un titre pour pouvoir plus facilement le reconnaître, communiquer. Alors, c'est aussi utile, notamment quand on doit communiquer dans des langues étrangères, eh bien, dans les outils qui vont être utilisés justement par les outils d'analyse, eh bien, ils pourront récupérer également le nom du concept de cet élément. Voilà, donc là, on a fait une première partie qui est de définir le texte qu'on voulait mettre dans le concept. Maintenant, on va lui donner ce qu'on appelle un contexte, c'est-à-dire qu'on va lui donner une affectation spécifique qui va être de l'ordre du code LEI de l'entité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce code, en fait, c'est un code d'identification qui permet à ce que cette donnée qui sera ensuite transmise aux différents moteurs d'analyse, de pouvoir identifier la bonne cible qui est derrière cette donnée. Alors, c'est très important comme notion parce que là, on est quand même au plus fin de la source, d'accord? C'est-à-dire que c'est les émetteurs qui vont vouloir communiquer sur leurs chiffres. On n'est pas face à on va dire, à des sociétés fournisseurs de données qui vont récupérer vos contenus. Là, c'est directement les émetteurs qui vont pouvoir communiquer sur leurs données, donc leurs bonnes données. Il n'y a pas de retraitement qui sera fait postérieurement parce qu'on sait que les retraitements, évidemment, c'est source d'erreur. Donc là, c'est vous qui communiquez réellement sur les indicateurs que vous souhaitez communiquer et les bonnes parties qui font référence à ces indicateurs. Il n'y a rien voilà, vous êtes la meilleure personne pour communiquer sur ces éléments-là. Le code LEI permet de l'estampiller pour pouvoir l'affecter à votre société. Et puis, comme on parle aussi de période, puisque vous pourriez très bien, sur plusieurs années, communiquer au sein du même document sur la période sur laquelle vous allez communiquer les chiffres. Ça peut être le cas notamment pour toutes les données les gens qui ont fait de l'ESSEF sont assez au courant de tout ça, mais effectivement, on va déterminer une période. Donc là, on est sur le document 2020, donc on va pouvoir pointer sur le document 2020. Et voilà, le travail est terminé. Le tag est pointé et on a bien identifié effectivement le document. Alors, la particularité de ce texte-là, c'est que en parallèle, j'avais des notes effectivement de bas de page qui, elles, ont été bien reprises justement dans la note puisqu'elles font bien référence aux éléments qui font partie de l'indicateur. Voilà. Je vais prendre maintenant un autre exemple avec une donnée chiffrée. Donc, on va prendre l'écart de rémunération entre femmes et hommes, par exemple. Alors, effectivement, c'est une donnée, donc je vais plutôt la rechercher directement pour pouvoir la retrouver plus facilement. Voilà, donc je vais directement sur la partie qui m'intéresse. Donc les 2,58%. Donc on va exactement faire le même procédé. Donc je vais aller un peu plus vite par rapport à ça. Donc voilà, on va créer, on va aller chercher également, voilà, donc dans toute la liste, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée liste finalement d'indicateurs, voilà, tout à fait. Alors, je vais la retrouver. Voilà, donc là, on va prendre l'écart de rémunération entre femmes et hommes. On va donc sélectionner ce concept. Alors, c'est intéressant de vous montrer justement cet élément, puisque là, on est on est plus dans un chiffre. Donc là, on voit que par défaut, on va déjà l'identifier comme étant un élément en pourcentage. Voilà. Et cet élément en pourcentage, on va également pouvoir lui affecter un label, donc comme on a vu. Donc là, je ne mets qu'un label en français, évidemment, mais si vous souhaitez affecter d'autres langues, bien sûr, vous pouvez
affecter autant de langues sur lesquelles vous souhaitez communiquer au regard de votre taxonomie. Au passage, j'en profite aussi pour vous indiquer qu'ici, on a sélectionné certains indicateurs qui sont pertinents. Il faut savoir que si vous souhaitez vous communiquer plus largement sur d'autres éléments, libre à vous de les créer. Bien sûr, vous pouvez les créer et puis déterminer en fonction de leur type les éléments qui la composent. Voilà, donc je vais aller, comme tout à l'heure, déterminer voilà, le code LUI et puis la période. Hein, voilà. C'est relativement simple. Petite particularité sur ce type de données, là, on va pouvoir aller un peu plus loin puisqu'on va pouvoir même déterminer quel est le format de cette valeur. Donc, on est dans un format en numérique avec un séparateur de décimales. Et puis, donc là, on est dans du... alors là, en l'occurrence, c'est du pur. Et puis, l'échelle de valeur, voilà, qu'il faut identifier. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous avez fait cet élément. Alors, je vais encore vous montrer comment étiqueter un texte. Je voulais juste faire un peu l'accent dessus parce qu'il y a une particularité qui va arriver et qui arrivera même au regard de l'ESEF, c'est que vous pourriez avoir ici un texte qu'il faut étiqueter et qui va être au sein d'un autre texte étiqueté. Eh bien, vous pourrez à loisir aller définir les éléments qui sont nécessaires à étiqueter. Donc là, typiquement, je vais étiqueter la politique d'égalité de la rémunération qui comprend les 2,58% de l'écart de rémunération entre femmes et hommes. Eh bien, c'est pas grave, on va pouvoir quand même étiqueter. Et d'ailleurs, il me le dit, hein, puisque comme j'ai sélectionné, il me le dit. Donc, tout va bien, je vais pouvoir l'étiqueter. Et donc, par la même action, aller référencer. Donc là, on est dans la politique de réduction de l'écart. Voilà, on est sur ce concept-là. Voilà. Très bien. Bon, je vais passer l'étape label, hein, histoire d'aller un peu plus vite. Voilà. Et donc, comme ça, je vais pouvoir étiqueter tous les éléments de mon document. Voilà. Alors, la finalité, évidemment, c'est de communiquer maintenant ce document. Alors, ce document, on va le communiquer avec un format qui est le format XHTML. Donc, pour l'exporter, bah, c'est très facile. Hein, il suffit de cliquer et on va pouvoir exporter voilà, le document. Voilà. Et une fois qu'il est exporté, on va le récupérer et on va pouvoir... Voilà. Voilà. Là, on l'affiche. Je ne sais pas si vous voyez bien le document ici. Donc là, c'est le document au format XHTML. Donc, c'est tout le document qui est au format XHTML ici. Et avec ce format-là, on a la possibilité de pouvoir visualiser justement tous les tags qui sont présents, qui ont été posés dans le document. Donc là, on va pouvoir les highlighter, hein, comme vous le voyez. Et on a voilà, le document en entier. Alors, évidemment, le document est assez conséquent. Donc, on peut, comment dirais-je, on peut aller vérifier et scroller pour aller voir les éléments. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est la partie performance extra-financière. Donc, c'est vrai qu'on a un petit menu déroulant hein, qui permet d'aller plus rapidement sur les éléments. Mais c'est aussi l'avantage du XHTML, c'est que si vous avez besoin de faire des recherches, par exemple, bah, voilà, sur le scope 1, hein, sur les émissions de gaz à effet de serre, et bien effectivement, là, vous pouvez, en tapant l'élément recherché, avoir le focus. Et on voit que, bah, justement, sur ces éléments-là, on va avoir bah, l'étiquetage qui a été positionné. Vous voyez d'ailleurs que la valeur, elle tient compte effectivement de cet étiquetage, hein, au regard de tout ce qu'on avait renseigné en matière de format de la donnée. Voilà, donc si je vais un petit peu plus loin dans le document, on voit toutes ces parties du document qui sont complètement taguées, hein, et donc communiquer à des outils d'analyse comme Corporating. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la main à Alexandre qui va vous montrer justement quelle est l'utilité au final d'avoir étiqueté ces données et qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
À partir du moment où vous l'avez fait dans vos documents et que vous avez communiqué ça justement à des outils comme Corporating, que vous soyez soumis ou pas à la réglementation, vous allez dès à présent être visible. Et non pas visible parce que vous faites partie, entre guillemets, des sociétés du CAC 40, mais visible parce que vos indicateurs sont remarquables. Et en matière d'investissement sur des fonds ISR notamment, eh bien, ça peut être un intérêt, c'est d'ailleurs même un intérêt pour vous dans le développement de votre société. Voilà, donc je vais donc publier par Corporating. On a ce lien en fait automatique qui permet d'envoyer directement via les services web. Voilà, et donc je vais laisser la main maintenant à Alexandre pour qu'il puisse montrer ce que ça donne directement dans leur outil. Voilà. Merci beaucoup. Alors, là, vous voyez bien le fichier Excel? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, juste couper la caméra. Parfait. Bon, merci Anne de me passer la main, de me permettre de présenter Corporatings. Alors en effet, nous avons développé un complément Excel qui permet à l'utilisateur de récupérer les données publiées sous n'importe quel format informatique. Alors l'identification des données dans vos publications permettra donc à n'importe quel utilisateur d'aller les exploiter rapidement pour faire ses analyses. Alors je vous propose de poursuivre l'exemple de Michelin. Donc on peut récupérer les informations qui ont été transmises pour Michelin. On va récupérer toutes les données extra-financières et les organiser dans un tableau. On va prendre les dernières publications. Je peux charger dans la base et extraire toutes les données directement dans mon fichier Excel. Alors ce type d'extraction peut être utile pour un analyste qui veut récupérer certaines données pour ses propres modèles, ou encore un émetteur qui souhaite vérifier la disponibilité de ces données. Le tableau est automatiquement organisé avec tout en haut les informations générales, hein, le périmètre de consolidation qu'Anne a montré, l'avis de l'auditeur indépendant, et après nous avons deux grandes catégories, les données environnementales qui sont ici, et un peu plus bas, toutes les données sociales et de gouvernance. À chaque fois, les tableaux sont organisés de la même manière avec tout en haut toutes les données numériques et ensuite toutes les données de politique et de stratégie qui peuvent être mises en place au sein de l'émetteur dans le cadre de ce reporting sur chacune de ces thématiques-là. Alors, bien sûr, l'objectif n'est pas seulement de rapatrier des données dans Excel, on souhaite aussi conserver un maximum d'informations contextuelles. Il est aussi possible, par exemple, de se mettre sur une cellule et d'afficher le détail de cette cellule. Donc, à ce moment-là, on affiche l'origine, la source de l'information, mais également la source de la mesure et dans quel contexte réglementaire cette mesure elle existe, comment elle a été calculée et puis publiée. On va même effectuer le lien jusqu'à la réglementation, l'article de la réglementation qui définit cette mesure, donc des émissions carbone scope 1. Comme ça, on peut lire la définition que la méthode de calcul de l'autorité qu'elle a définie pour ces indicateurs, donc ici le GRE. De la même façon, on peut aller lire des données plutôt qualitatives, hein, donc vraiment du texte. Ici, par exemple, hein, sur la Bio-Based Feedstock Policy, donc toutes les matières premières biosourcées. Donc on va retrouver voilà, comment cette matrix-là est définie par la réglementation et ensuite toute sa valeur. Donc là, on peut lire factuellement ce que l'émetteur a publié en termes de politique sur sa matière biosourcée. Donc l'objectif, le second objectif qu'on va aussi poursuivre, c'est de conserver tout le travail de communication qui est fait par l'émetteur dans son document de référence ou dans ses différentes publications. Donc on va même aller jusqu'à effectuer donc, ce travail d'identification jusqu'à la source. En effet, il y a tout un travail malgré tout de mise en forme, de wording, de publication qui est fait par l'émetteur. Pour nous, l'objectif, c'est aussi de mettre en valeur ce travail-là. Ce qu'on souhaite faire, c'est juste de fournir un accès plus rapide et plus efficace vers cette source et donc de conserver ce lien vers cette source qui pour nous est primordial.
Et donc, on retrouve voilà, l'endroit où tout ce texte a été tagué avec toutes les informations qui peuvent être aux alentours et on peut poursuivre dans le document pour lire aussi la suite du document si nécessaire. Pour nous, faire ce travail-là, c'est primordial, puisque une communication digitale n'implique pas la disparition des formats traditionnels. Donc, on va continuer d'aller dans ces documents de référence, dans ces documents qui sont publiés, pour aller lire aussi la suite des informations et retrouver peut-être des informations qui sont annexes, qui peuvent graviter autour de ces premières données. Bien sûr, toutes ces données peuvent être pertinentes afin de lire aussi les politiques qui peuvent être mises en place au sein des concurrents ou même les données qui sont publiées. Mais plutôt que de faire ce travail société par société, on va aller faire un travail donc de comparaison où on va aller chercher de nouvelles données. Je vais continuer avec Michelin, sauf que cette fois, on va regarder l'univers dans lequel il se trouve, donc tous les fabricants de pneus. On va aller chercher toutes les données qui sont liées à la taxonomie verte, toujours pour cette année. Je vais charger les données et les XR. Donc là, on a un tableau qui tout de suite est un peu plus grand, mais au sein d'un secteur, l'investisseur ou même l'émetteur va pouvoir chercher à se comparer et à comparer les différentes sociétés pour en sélectionner les plus vertueuses. Donc ici, on a extrait, comme je vous disais, sur ce segment des pneumatiques, toutes les données qui sont relatives à la taxonomie verte. Donc on retrouve en haut du tableau ici tous les 6 catégories dont Anne a pu vous parler au début de la présentation, qui sont liées à cette taxonomie, avec les différents éléments qui sont dedans. On va également récupérer toutes les notions de cible et de moyenne hein, qui vont permettre de définir aussi la notion de contribution significative ainsi que la notion de DNSH. Et donc, on va pouvoir également se placer par rapport à ces objectifs et à cette moyenne. Donc après, on conserve évidemment toute la flexibilité d'Excel, hein, c'est l'intérêt, parce que souvent toute cette donnée-là, malgré tout, elle est consommée dans Excel, et on peut facilement faire un tri ici. Donc on voit que la cible, ici, personne n'atteint la cible, personne n'est au-dessus de la cible, hein, c'est normal, hein, c'est une cible qui est ambitieuse. Malgré tout, on a quand même 3 sociétés qui sont au-dessus de la moyenne, et donc qui sont meilleurs malgré tout que leurs concurrents. Ça permet également d'appréhender le chemin qui reste à parcourir en termes d'efforts à réaliser pour atteindre ces objectifs. Alors, une fois qu'on a effectué cette opération de comparaison, peut-être que l'utilisateur a identifié une thématique qu'il a envie de suivre plus précisément. Donc, on parlait des indicateurs sur l'égalité, les critères d'égalité homme-femme. On peut tout à fait reprendre le même critère. Donc, de la même façon, tous ces critères-là sont organisés chez nous dans des tableaux spécifiques. Et donc là, je peux récupérer tous mes critères d'égalité homme-femme sur les sociétés qu'on a identifiées dans ce secteur-là. Donc on va retrouver, bon, voilà, bien évidemment, le nom de la société, la politique antidiscriminatoire, la diversité au sein des employés, le nombre de femmes au board, le nombre total de membres au board, le pourcentage donc de femmes en ratio, l'écart homme-femme, des salaires homme-femme. Donc là, on retrouve le chiffre qui avait pu être tagué par Anne juste avant. Et après, toutes les politiques et stratégies qui sont mises en place afin de réduire ces écarts de salaire. On va aussi voir des données qui ne sont pas publiées. Ici, une reported, une disclose, il peut y avoir des trous dans la raquette. Donc ça, c'est important d'identifier les données qui sont manquantes pour sa société, évidemment, hein, pour être capable de les publier et d'apporter de l'information aux investisseurs. Et on va aussi se benchmarker par rapport à ses concurrents pour voir qui publie moins, qui publie mieux, etc. Alors, pour tous les investisseurs, c'est important malgré tout d'avoir ces données. Donc, je vous invite fortement à en publier à chaque fois le plus possible. Sinon, après, c'est repris par des institutions, des agences diverses ou des fournisseurs de données divers qui, malgré tout, vont chercher à combler ces trous et qui vont faire des estimations. Et à la fin, l'estimation, elle peut être complètement approximative ou elle peut fausser l'image de la société.
Donc pour nous, voilà, cette communication digitale représente vraiment une opportunité pour l'investisseur pour reprendre la main sur sa communication, sur ses données et sur le lien avec les émetteurs, parce que finalement, ce que recherchent les investisseurs, c'est des données brutes, c'est les données telles qu'elles sont publiées par les émetteurs. Donc la qualité et l'exhaustivité de la donnée devient finalement un sujet primordial dans un monde qui se digitalise de plus en plus. Et notre objectif en travaillant avec Pomelo, c'est aussi de fluidifier les liens qui existent entre ce monde des émetteurs et ce monde des investisseurs. Et donc, il y a cette petite passerelle que Anne vous a montré avec ce petit bouton pour envoyer des données dans Corporatings directement. Alors maintenant, Anne, est-ce que tu pourrais changer, par exemple, une mesure? Alors, on va prendre pour Michelin. Est-ce que tu pourrais changer le nombre de femmes au board? On pourrait en mettre 11. Comme ça, on va faire 11 sur 11. Et ça va nous faire un ratio de 100%. Et on va voir comment ça rentre dans Corporatings. Ok, pas de souci. Alors, attends, bouge pas. Donc l'objectif, c'est de vous montrer comment ces informations elles peuvent être communiquées, comment les informations peuvent circuler de manière plus fluide si on travaille de manière un peu plus intégrée aussi entre ce monde des émetteurs et ce monde des investisseurs pour que tout soit toujours le plus efficace et le plus efficient possible et que le débat finalement se concentre sur des sujets de fond et pas sur des sujets de forme. C'est bon, hein, j'ai envoyé. C'est bon Je voulais pas te couper, mais c'est bon, j'ai envoyé. Ça devrait arriver. Voilà. Ok, donc là on a le date, c'est bon. Ok, donc là on a un Michelin qui est en haut avec 11 femmes au board sur le total de 11 avec 100, un ratio de 100. Tout va bien, le reste n'a pas bougé. Donc on a bien pu mettre à jour ces données directement grâce à cette passerelle d'échange d'informations. Donc je vous en ai parlé également. Toutes ces données finalement vont servir aux investisseurs pour calculer des ratios et alimenter leurs propres contraintes réglementaires liées au SFDR. Donc toutes les données publiées vont donc être synthétisées dans un nouveau tableau. Je vais reprendre mon élément sur une single entity et on peut retrouver le tableau qui est alimenté donc par ces données-là pour que l'investisseur alimente ses propres contraintes réglementaires, alimente ses propres reporting avec ces données ESG. Donc ici, nous retrouvons toutes les données qui sont brutes, telles qu'elles ont été publiées. Donc, on va retrouver par exemple notre émission carbone scope 1, mais aussi plusieurs calculs qui peuvent être utilisés, qui vont mélanger à la fois des données extra-financières, comme les émissions carbone, et des données financières. Par exemple, c'est le cas de l'intensité carbone. Et on peut voir tout de suite comment elle a été définie. Donc, ça se définit comme la somme des émissions carbone divisée par le revenu, avec toujours les mêmes éléments. On retrouve la définition de la métrique selon la réglementation, les valeurs et les différentes composantes de ce calcul. On pourrait voir bien évidemment le détail de toutes ces données dans la source. Tout ça pour vous dire que finalement, toutes les données qui sont publiées en amont vont venir alimenter tous ces reportings financiers, extra-financiers qui vont être réalisés par les investisseurs et que la communication de ces données est vraiment primordiale. Finalement, le travail de l'analyste va beaucoup travailler en réalisant des screenings, c'est-à-dire des analyses quantitatives à travers un univers d'investissement afin d'identifier les sociétés qui vont respecter certains critères. Donc on va pouvoir prendre par exemple ici les émissions de carbone scope 1 et 2, on va regarder l'intensité carbone scope 1 et 2, on va regarder une variation sur 5 ans, on veut qu'on ait baissé au moins l'intensité carbone de 10%, et on va, je l'ai là, on va regarder toutes les sociétés qui sont dans ce même secteur. Je vais pouvoir charger mes données et extraire toutes les données pour effectuer mon screening. Alors là, il y a deux constats à faire. Déjà, on retrouve que 3 sociétés. On en avait beaucoup plus avant. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a bien évidemment peut-être des sociétés qui ne respectent pas ces critères.
donc les 3 sociétés sont ici, hein. Il y a peut-être des sociétés qui ne respectent pas ces critères, mais aussi potentiellement des sociétés qui n'ont pas publié leurs données. Donc si la donnée n'est pas publiée, in fine, la société elle va disparaître de ces analyses. Et donc là, on calcule l'intensité carbone sur le scope 1 et 2 et on retrouve les différentes intensités carbone de chaque année qui sont utilisées dans ce calcul-là. Donc finalement, une société peut disparaître assez rapidement d'une analyse uniquement parce qu'elle n'a pas déclaré ces informations. Il y a une sorte de changement de paradigme chez les investisseurs. Les critères extra-financiers vont prendre autant, si ce n'est plus d'importance, que les critères financiers. Donc si les informations ne sont pas disponibles, les sociétés qui ne publient pas sortiront de ce scope d'analyse de la part des investisseurs. Et donc le deuxième enseignement, c'est aussi de communiquer des informations le plus tôt possible afin de disposer d'un historique, puisque ces investisseurs vont chercher à sélectionner les sociétés qui ont été vertueuses dans le temps. Comme on le rappelle, il y a aussi une notion d'impact dans toute cette réglementation. Est-ce qu'on vraiment on sélectionne les sociétés qui vont aller avoir le plus d'impact pour aller chercher ces données-là? Pour conclure, finalement, la digitalisation de l'information financière et extra-financière, on est à ses débuts, mais c'est une tendance qui est inévitable. C'est également une opportunité, aussi bien pour les émetteurs que pour les analystes, mais pour les émetteurs, c'est l'opportunité de reprendre le contrôle sur des données publiées et de ne pas laisser sa communication être influencée par des estimations réalisées, comme je vous le disais, par des agences ou des fournisseurs externes à la société. La transition verte impose aussi aux différentes parties prenantes de revoir leur méthode de travail afin d'échanger plus efficacement sur ces données, pouvoir se concentrer sur des sujets de fond. Et donc la publication et la bonne communication des données via ces nouveaux canaux devient une priorité afin de conserver un lien fort entre les émetteurs et les investisseurs. Et les sociétés qui auront identifié cette thématique comme un sujet stratégique seront celles qui profiteront le plus, sans aucun doute, hein, d'une position privilégiée sur les marchés financiers. Alors, je vais juste repartager mon écran. Comme ça, on peut passer aux questions si vous avez des questions. Oui, alors effectivement, il y a des questions. Donc, on va tout de suite passer aux questions. Merci Alexandre hein, pour la présentation très intéressante de votre outil. Alors, j'ai une question. Donc, bonjour, ces étiquettes sont-elles seulement pour un usage interne ou cela aide aussi aux analystes ESG pour les pré-collecte? Alors, je vais te laisser peut-être répondre, Alexandre, mais je pense que tu as dû apporter quand même un élément de réponse, oui. Mais comme la question est arrivée voilà, assez tôt, du coup… Alors, ces étiquettes, bien sûr, ces étiquettes, bien sûr, elles vont servir à des analystes ESG pour aller récupérer la donnée. In fine, parce que aujourd'hui, l'analyste, il est obligé d'aller chercher l'information dans votre document de référence, déjà sans savoir s'il est disponible, ce qui est une première problématique, puisqu'il faut quand même parcourir la totalité du document pour savoir si l'information est là. Et après, il faut aller chercher la bonne information, parce qu'il y a peut-être à un moment donné plusieurs paragraphes qui peuvent traiter d'une même problématique, avec plus ou moins de détails. Donc si vous identifiez concrètement et vous mettez la bonne étiquette sur le bon paragraphe que vous voulez pousser vers ces investisseurs-là, vous leur mettrez aussi à disposition directement et très rapidement l'information que vous voulez leur donner et que vous voulez leur transmettre. Merci. Alors là, j'ai une autre question, mais je pense que ça concerne plus la première partie. En fait, il y a une question sur pourquoi le secteur de l'agriculture a-t-il été retiré de l'acte délégué. Là, donc l'agriculture joue un rôle central hein, dans l'atténuation du changement climatique, mais elle contribue aussi à la lutte contre l'appauvrissement de la biodiversité et donc un des autres objectifs de développement durable. Étant donné que des négociations interinstitutionnelles sur la politique agricole commune sont encore en cours, il a été décidé en fait de reporter l'inclusion du secteur de l'agriculture jusqu'au prochain acte délégué. Voilà, c'est pour ça. Et donc cette approche renforce la cohérence entre les différents instruments disponibles afin de réaliser les ambitions du pacte vert pour l'Europe en matière d'environnement et de climat. Voilà, alors j'ai encore une autre question. Alors, qui sont les analystes qui travaillent avec ces données? Alors, c'est plus peut-être pour
pour toi, Alexandre? Donc, qui sont les analystes qui travaillent avec ces données? Alors aujourd'hui, les analystes qui vont travailler avec ces données sont des analystes qui travaillent peut-être dans deux mondes différents. On appelle ça le sell side et le buy side. Donc, aussi bien des analystes qui vont faire de la recherche pour la publier, la communiquer sur les marchés financiers, que les analystes qui eux-mêmes vont réaliser ces analyses pour in fine prendre des décisions d'investissement. Corporatings est une jeune société, hein, inévitablement. Nous, aujourd'hui, on travaille avec plusieurs dizaines d'analystes financiers pour leur transmettre des informations justement avec la plus grande qualité, la plus grande fiabilité et la plus grande granularité possible. Et là-dessus, ce qu'ils recherchent vraiment, c'est toujours d'avoir la donnée telle que communiquée le plus facilement possible par l'émetteur. Il faut toujours apporter le moins de bruit possible quand on transmet ces données parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent finalement, c'est ce qu'ils recherchent et c'est pour ça qu'ils utilisent vos publications traditionnellement en PDF, aujourd'hui en XHTML, mais qu'ils utilisent ces publications-là pour trouver de l'information parce que c'est là qu'on a l'information la plus pure et la plus parfaite possible. Merci, merci Alexandre. Alors, il est 11h01, donc effectivement, on comprendrait effectivement que vous avez peut-être chacun hâte de reprendre le travail. Ceci dit, toutes les questions qui ont été posées feront l'objet d'une réponse de telle sorte à ce que vous puissiez avoir vraiment la réponse à tout. Sachez que l'équipe, aussi bien Pomelo que Corporatings, sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et pour vous accompagner justement dans ce changement, dans ces réglementations qui vont venir, mais pas simplement la réglementation, c'est aussi la communication des données qui seront faites à partir de vos documents. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et nous échangerons avec plaisir sur le sujet. Voilà, je tiens aussi à remercier Alexandre et toute son équipe pour nous avoir aidés à préparer ce webinaire. Voilà, donc merci à tous et très bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.